Ok, Pour bon bah pas tout le perdre trop monde, de temps. voilà, bah écoutez tout le monde, gardez vos questions et puis à la fin comme ça on pourra faire un petit tour de table. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite présentation ce soir. Là, je vais commencer rapidement par me présenter, parce que j'ai souvent tendance à m'oublier complètement. Donc, je commence par le début et puis après, on avance. Donc, moi, je suis Mathieu Foudral. Là, je suis paysagiste au départ, enfin, horticulteur au départ. Je me définis comme paysan chercheur, jardinier-chercheur, parce que je suis avant tout jardinier, avant tout. Et puis chercheur parce que je cherche des trucs. Et puis des fois je trouve. Voilà. Donc je vais essayer de vous partager ce soir. Euh, J'interviens pour un organisme qui s'appelle Prise de Terre. Donc, en gros, c'est ma marque de fabrique, on va dire. Donc je donne des stages de formation en permaculture. Après, j'ai quand même vachement élargi les champs de ce que je faisais à l'agroforesterie. Moi, l'agroforesterie, ça reste ma base professionnelle et de cœur. Bon, qui dit agroforesterie, il dit forêt-jardin, puisque moi, quand je parle d'agroforesterie, je parle d'agroforesterie multi-étagée, donc la forêt-jardin n'est pas loin. Autonomie énergétique, alimentaire, parce que bon, on en parlera peut-être, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui représente une grande part de mes expériences, on va dire. Taille et greffe, parce que bon, moi j'ai un background arboricole, donc voilà, ça fait partie des savoirs que j'apprécie de transmettre. Et potager en permaculture, même si on va voir que le potager en permaculture, il a un petit glissement vers la forêt-jardin, et ce de plus en plus. Donc je propose des accompagnements au design également, et création de contenu, bon, j'en parlerai peut-être en fin de présentation, création de contenu, principalement mon bouquin donc, qui est sorti au mois de mars. Cultivé dans le monde de demain, manifeste pour une agriculture de cueillette, plus représentatif du sud-ouest en termes de climat et de sol que de l'Auvergne et du Cantal en particulier, qui est quand même relativement froid, basaltique et compagnie, et moi c'est pas du tout le cas. On en reparlera un petit peu après. Donc ambiance océanique, dégradée, avec quelques petites influences montagnardes, mais vraiment c'est très léger. Euh, donc là, donc on va continuer à faire un petit zoom. Donc là, j'ai fait une carte des secteurs de mon lieu. Donc ce qu'on voit au centre, donc c'est ma ferme. Donc on voit que la pente est régulière plein sud. Je suis plein sud. On le verra après avec les courbes de niveau, c'est assez net. 25% de pente régulière plein sud. Relativement bien exposé, par contre très protégé de l'Est, ce qui n'est pas plus mal en termes de... Quand il y a des hivers froids, enfin quand il y a des nuits très froides, la température remonte lentement. Je ne suis pas soumis au soleil levant dès le lever du jour. Donc ça c'est plutôt pas mal pour des problèmes de gel. Voilà, pour ce qu'on a à en faire pour l'instant, ça suffit. Donc ensuite j'ai fait un petit copier-coller là, du même type d'image, mais avec les courbes de niveau. Pas envie de remonter pour chercher le marteau qu'on a oublié. Donc toute la conception du système de mon lieu, elle se base aussi par rapport à cette problématique-là, mais qui en fait, on va le voir, n'en est pas forcément une, mais en tout cas qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la pente. La pente et l'exposition. Mais ça, je pense que ce sera assez clair dans la démonstration qui suit. Magnifique. Euh, alors, je me suis installé aux Escuros il y a 12 ans. J'ai véritablement commencé les principales plantations il y a 10 ans. Les premières plantations datent de janvier 2014. Ça fait 10 ans plus une saison, donc on va dire quasiment 11 ans. Et je suis parti d'une page blanche, qui est plutôt chouette, dans le sens où ben, j'avais une idée assez claire de ce que je voulais, et j'étais pas obligé de m'adapter à un existant. Ben, il n'y en avait pas. Donc moi, juste pour présenter rapidement, donc j'ai pas mal de prairies au départ, et ensuite j'ai une partie de forêt en bas. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie prairie, et en particulier la partie qui a devant de la maison, ce pré-là qu'on voit. Euh, parce qu'il y a plein de différents espaces, mais on va se concentrer là-dessus, puisque c'est là que j'expérimente le plus. Donc ça, c'était 10 ans.
non, il y a 12 ans exactement. Et voilà maintenant ce que c'est devenu, vu du coup de la maison. 10 ans plus tard, ça donne ça. Et c'est une photo que j'ai prise hier. Donc zone 1 autour de la maison, zone 2, une zone où on va plusieurs fois par semaine, mais pas, voilà, pas forcément tous les jours non plus. Et deux, donc moi, vu que je suis en pente, j'ai une zone 2 en haut, une zone 2 en bas. Et pareil pour les zones 3. Les zones 3, c'est celle où on va une ou plusieurs fois par mois, mais voilà, on n'y passe pas non plus énormément de temps. Derrière, on voit la zone marron là qui continue sur la droite. Donc ça, c'est une zone 4 avec des. Bah, c'est pareil pour chaque zonage, il y a des intensités d'action, d'activité qui sont différentes. Donc on n'aura pas les mêmes plantes. Plus on s'éloigne de la zone 1, en fait, plus on a des. Donc déjà, plus les espaces sont grands et plus on a des productions donc qui demandent moins d'entretien, moins de visites et de techniques dessus. Donc zone 4, un peu plus loin, en fait, c'est un grand pré avec des plantations de châtaigniers et de noyers. Et là, je suis en train de greffer pas mal d'aubépines en ce moment. Donc, dans quelques années, il y aura des poires et des poires principalement. Voilà. Et la zone 5, c'est la forêt qui est au-dessus. On va avancer. Donc l'une des particularités de mon système, donc c'est la fameuse baissière. Donc c'est vrai que ça me parlait un petit peu. Et il se trouvait que bon bah comme moi j'étais dans un pré quand même relativement en pente, ça m'a paru d'une évidence bon, de faire une baissière. Et bon moi j'ai toujours depuis gamin j'aime toujours faire joujou avec la flotte. Donc, je me suis dit c'était l'occasion de faire ça mais à grande échelle. Donc j'ai fait joujou avec la pluie. Bon, vous connaissez tous le principe, ce sont des tranchées le long des courbes de niveau qui récupèrent les eaux de ruissellement et qui les infiltrent en contrebas au niveau de plantation qu'on a fait sur la butte qui est en côté aval, issue de la terre qu'on a excavée du fossé. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne vraiment du tonnerre. Je suis extrêmement content d'avoir fait ça. Il y a un avant et un après. Et en termes de pouces et de résistance, il n'y a pas photo. Enfin, j'ai vraiment très très bien fait de faire ça. Je regrette absolument pas. Alors, c'est qu'une technique parmi d'autres. C'est pour ça que voilà, c'est une fois de plus, c'est pas parce que ça marche dans un contexte que ça marchera systématiquement dans un autre. Il faut absolument faire des baissières. C'est un peu comme les buts. Faut calmer. Tout est contextuel. Dans mon contexte, ça se présentait vraiment bien. Et bon, à part mon expérience, j'ai vu que c'était voilà, une bonne idée. Il n'y a eu que des bonnes idées, mais ça, c'en était une. Voilà, tu peux avancer ici. Donc ça, c'est la première année, donc c'était 2012. 2012, voilà, donc ça c'est, j'avais fait venir une mini-pelle pour des travaux sur un bâtiment, donc j'en ai profité pour lui faire le faire gratter, le tracé donc des baissières. Tu peux avancer. Et de profil, donc ça donnait ça. Alors évidemment, c'était pas suffisant, donc il a fallu que je me retape toutes les baissières à la pelle parce qu'en fait le profil n'était pas bon, il n'était pas assez profond, etc. Bon, l'important c'est de participer. Donc j'ai tout recreusé ensuite à la main pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de conséquent et surtout avec un profil à peu près bon. Le retour que j'en ai eu, c'était que finalement je ne l'avais pas fait comme il faut tout à fait. Le profil était un petit peu trop serré, mais bon, je le saurais. Avancer, s'il te plaît. Donc ça c'est la baissière de vue de profil. Donc on reconnaît sur la gauche donc le tracé de la baissière. La première but entre guillemets de plantation. Et ça c'est ce que je vais expliquer après. Je l'ai un petit peu upgradé dans les années qui ont suivi parce que je me suis rendu compte que c'était pas suffisant et qu'il fallait que je protège les plantations de la chaleur et de l'excès de soleil puisque plein sud 25% de pente, tu fais une butte, tu te retrouves quasiment à 45 degrés des rayons du soleil. Donc ça carbonisait tout. Donc voilà, je reparlerai un petit peu après plus en détail. Bah, ça c'est le profil en gros de mon système. Voilà, là c'est le profil. Tu peux avancer. Et ça c'est la face. Enfin c'est la face.
c'était ce que j'avais prévu au départ. C'est-à-dire, en gros, une canopée tous les 9 mètres. Là, je l'ai mis particulièrement espacé parce que ma canopée était représentée par des pommiers kazakhs. On survend comme beaucoup de choses, donc on survendait à l'époque, c'était génial, que c'était super vigoureux, que c'était énorme. Bon, moi en fait, ils poussent pas bien, ils sont malades et la plupart sont plus ou moins en train de crever. Donc je me retrouve avec beaucoup d'espace, enfin avec des arbres un petit peu crevards, super espacés. Bon, c'est pas grave parce que j'ai blindé entre la canopée avec donc une sous-canopée qui va être représentée suivant les endroits par des poiriers, des nachis, des pruniers, quelques aubépines à gros fruits également et d'autres. Ensuite, entre les arbustes, entre les arbres, on avait des arbustes. On en verra certains, bon, principalement des arbustes à petits fruits. Et puis ensuite, dessous, les vivaces et les couvre-sols. Tout en sachant que depuis 3 ans, désormais, maintenant, il y a l'étage des lianes. Donc, on est à peu près à 6 ou 7 étages. Et un petit peu la base d'une forêt-jardin, en tout cas, telle qu'on l'a définie. Après, il y aurait que 5 étages, ou 3 ou 12, bah, ça serait bien pareil. Donc ça, c'était la théorie. Alors maintenant, on va voir un petit peu en pratique. Je veux bien que tu avances, par contre. Alors, donc les premières plantations, comme je vous disais, dataient de 2014 par contre. Pardon. Donc là, on est 2 ans plus tard. Donc vous voyez que j'ai j'ai paillé beaucoup pendant très longtemps. Ça veut dire que j'étais obligé de ramener tous les hivers entre une grosse meule de foin. Enfin, non, au moins 2 meules de foin. Quand je dis des meules, c'est des gros trucs là qui font. Et souvent du vieux foin que je récupérais à droite à gauche. Donc je paillais avec ça, ce qui m'évitait la problématique, des graminées, de l'envahissement des graminées, parce que ça, si vous avez bien une chose sur laquelle il faut faire attention et sur laquelle il ne faut absolument pas transiger, c'est bien la mise en place des graminées. On ne veut pas de graminées dans ce système-là. C'est pas le même système, on n'est pas dans de la prairie là. Là, on veut de l'arbre, de l'arbuste et de la vivace. Donc c'est pas compatible. Donc, on verra comment je me suis organisé pour me passer ensuite du paillage un petit peu plus tard. J'aurais pu faire avant, mais bon, je ne savais pas. Donc on voit que les arbres, ils commencent à pousser plutôt bien, en définitive. On voit les pousses, elles ne sont pas ridicules. Bon, ça pousse de manière, j'ai envie de dire, encore à cette époque, 2016, de manière individuelle. Chaque arbre, chaque arbuste, chaque plante pousse, entre guillemets, de manière individuelle. Et on va voir qu'un peu plus tard, ça va commencer à changer. Je peux avancer ici. Voilà, donc vous voyez le principe. Donc là, on a quoi? On a principalement du petit fruit. Et puis, donc, j'ai tout paillé. On voit la baissière. Voilà, ça, c'était au bout de 2 ans. Il y a quelques arbres qui commencent à pousser. On voit les abricotiers un petit peu dans le fond. Bon, là, c'est vraiment la butte, enfin, la bande agroforestière qui est la plus loin. Donc, c'est celle-ci où je m'occupe le moins. C'est encore le cas maintenant, donc il y a un petit peu moins de choses sur celle-ci. Mais voilà, cette photo, c'était pour expliquer un petit peu comment j'avais procédé. Et bon, le paillage une fois par an, c'est limite suffisant. Mais ouais, ça dépend avec quoi on paille. Moi, c'était principalement du foin. Le foin a tendance quand même à se décomposer assez rapidement. J'avais testé une année avec de la paille de moutarde, me semble-t-il, qui était très grosse. Et là, pour le coup, ça avait vraiment duré une année entière. Donc ça, c'était bien. Le foin nécessiterait, pourtant j'en mettais quand même bien 20%, 20 cm, pardon. Le foin nécessiterait d'en rajouter un peu avant l'été ou dans l'été. Ce que je faisais pas, donc j'avais un petit peu d'herbe quand même. Je peux avancer. Voilà ce que ça donne en 2017, vu de mon toit. Vous voyez, je prends des risques inconsidérés. Bon, bah, ma foi, ça continue à pousser, on voit, hein, ça commence à former des petites haies. C'est encore mignon, mais ça commence à avoir un petit peu de gueule. Donc là, on voit en bas, j'ai rajouté quelques légumes aussi. On devine. Donc il y a de la Boking 14, il y a de la consoude bien sûr, et on voit les rhubarbes, on voit les choux d'Aubenton aussi qui commencent à sortir leur épingle du jeu. Quelques blettes là qui se baladent pour rigoler. Mais voilà, on distingue les goji aussi, les grandes tiges de volubiles des goji sur la gauche, sur l'extrême gauche.
Voilà un petit peu ce que ça donne en 2017. Tu peux avancer s'il te plaît. Voilà, donc vue de la maison. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc c'est principalement de la groseille, de la caseille, vraisemblablement. On voit un petit chou d'aubenton devant, du lupin vivace, de la consoude toujours, parce que bon, bah, je suis en veille de consoude, donc que je le veuille ou pas, il y en a. Tu peux avancer s'il te plaît. Voilà, donc une vision à partir de... Ouais, c'est quoi? Début d'été, fin de printemps, avec une grande prépondérance côté nord. Donc là, c'est important parce que vu que l'alignement est est-ouest, j'ai un côté sud et un côté nord. Le côté nord, il arrive toujours à se débrouiller, puisqu'il est relativement à l'ombre, et plus les arbres poussent, plus le côté nord est accentué, donc plus il y a d'ombre et de fraîcheur de fait, puisqu'ils se retrouvent juste au-dessus de la baissière. Donc là, j'avais des très belles rhubarbes, voilà, des vivaces à feuilles qui se débrouillent bien. Néanmoins, côté sud, c'était absolument carbonisé. Il y a rien qui arrivait vraiment à pousser. Je ne l'ai pas dit non plus, j'ai un sol qui est particulier. J'ai un sol très granitique, très sableux. Enfin, granitique, enfin, une roche-mère granitique, ce qui donne un sol de type sableux. Sableux dit un sol très filtrant, asséchant, qui s'assèche très rapidement, lessivable, donc un sol assez pauvre, acide. Bon, ça, à la limite, un sol acide, c'est pas un problème. Mais où on a assez peu d'argile, voire quasiment pas, et très peu d'eau dans le profil à partir de début d'été, quasiment, c'est un été entre guillemets normal, j'ai quasiment plus d'eau début juillet quoi, dans le profil. Donc ça implique aussi un choix d'espèces, ça implique aussi que bah, euh, les plantes pas adaptées, bon bah elles périclitent. Hein. Moi mon leitmotiv c'est live and let die, c'est-à-dire ce qui ne veut pas vivre a le droit de crever. C'est-à-dire que je fais pas de survie pour les plantes. Si je vois qu'elles ont une sale tronche, c'est qu'elles sont pas adaptées. Ou alors je les coupe, ou voilà, j'essaye de voir ce que ça donne, mais j'insiste pas. Quoi. Je ne vais pas m'acharner sur une plante qui ne veut pas pousser chez moi. Et ce que j'ai fait avec les pommiers kazakhs en particulier. On va avancer s'il te plaît. Voilà donc ce que ça donne en 2018. On voit que ça commence à avoir un petit peu de gueule. Donc pommier kazakh là sur la gauche, ensuite kaseille. Cornus cousa, toujours du lupin vivace. Sur la droite, on distingue un petit fenouil bronze. Et puis donc toujours les rhubarbes qui vont pas mal. Qui ont en revanche totalement disparu cette année. Alors, je ne sais pas si c'est reparti l'année prochaine, je crois que c'est mal barré. Et toujours donc le paillage au pied. Tu peux avancer dans le temps, s'il te plaît. Donc ça c'était 2018 toujours. Ouais. Ça, c'était en zone 1. Donc là, on voit que la zone 1, en revanche, elle est vraiment très densément peuplée. Beaucoup plus que le verger dont on parle. Donc, je ferai quelques exemples de photos tout à l'heure. Mais voilà. Donc là, de gauche à droite. Nous avons donc Kiwai, Oka du Pérou, Fenouil bronze, euh, Sureau noir. Derrière, on distingue un petit peu de l'émérocale ainsi que du réfort, de la guimauve. Là, on ne le distingue pas, mais moi je vous le dis, il faut me croire sur parole, de la menthe bergamote. Et ensuite, donc, on a un petit sureau noir euh, qui est très joli, avec des feuilles très découpées et quelques salades en graines sur la droite. Là, c'est des zones qui sont vraiment très densément plantées, puisque bah, c'est juste au pied de mon escalier. Donc, et plus je m'éloigne de la zone 1, qui est censée être la maison, et moins il y a de plantes. Ça paraît logique, je ne vais pas... j'ai oublié de le dire, je suis tout seul sur ce lieu. J'ai un hectare 7. Donc la conception est hyper importante en termes d'ergonomie et d'économie d'énergie. Tu peux avancer s'il te plaît. 2019, donc bah, vous voyez, hein, ça fait sa petite vie, ça pousse, tout ça. Vous allez distinguer devant vous des grillages amovibles, parce que en fait, effectivement, et ça sera dans la photo suivante, je crois, j'ai des brebis. Des brebis qui m'entretiennent les parties prairies. Moi, il est hors de question d'entretenir à la débroussailleuse, donc pour ce faire, j'ai acheté, je me suis procuré
les éléments qui conviennent le mieux à ce système, c'est-à-dire des herbivores. On aurait pu choisir la tondeuse, j'ai choisi des herbivores. Photo suivante. Et les voilà. Donc c'est des brebis lacones. Fut un temps, j'avais un petit poney Shetland. Voilà. Donc, bon, leur objectif, c'est d'entretenir les parties enherbées. Et puis deux, de fertiliser l'ensemble du système, puisque entre chaque bande, il y a une prairie qui est pâturée. Donc, les excréments, les urines sont lavées par les eaux de pluie, les eaux de ruissellement. Donc, toutes ces eaux chargées d'éléments minéraux et nutritifs, en fait, tombent dans les baissières et s'infiltrent naturellement au niveau des plantations. Donc, c'est un système qui est vraiment bien pensé, enfin, je trouve. Enfin, je sens de jeter des fleurs. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le système, mais bon, voilà, c'est relativement bien pensé. Et donc, de plus en plus, j'installe maintenant dans les bandes agroforestières également des arbres que je vais utiliser spécialement pour les brebis. Donc, enfin, pour les brebis. Donc, ça va être du tilleul, ça va être du frêne, ça va être du noisetier. Ce sont des arbres que je vais trogner ou tailler régulièrement, qui seront distribués au fur et à mesure de l'année, principalement l'été, quand l'herbe se fait rare. Et Dieu sait que sur un sol très desséchant comme ça, bah, souvent l'été, l'herbe elle arrête de pousser pendant plusieurs mois. Et voilà. Tu peux avancer s'il te plaît. Donc, comme je disais, j'avais un gros problème de chaleur côté sud. Donc je me suis dit, un des principes de PERMA, c'est accepter les rétroactions et s'adapter à un changement. Donc je me suis décidé de modifier mon système en cours de route. Donc là, vous voyez le côté sud de la première baissière. Euh, Photo suivante, s'il te plaît. J'ai utilisé donc une autobineuse donc pour décompacter la terre donc, au sud de chaque bande agroforestière. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, ensuite, j'ai étalé cette terre. J'ai une grande chance, c'est d'avoir une terre sableuse. Alors, ça peut être un désavantage pour certaines choses. En revanche, pour le terrassement, c'est un bonheur. C'est vraiment, c'est pas lourd, il n'y a pas de gros cailloux. Enfin, c'est vraiment agréable. Donc. Et ensuite, photo suivante. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de refaire une deuxième butte de plantation au sud, donc pour protéger en définitive la plantation principale. Et ensuite, et c'est pas un petit détail, recréer du plat. Parce qu'en fait, en fait c'était pentu, et je marchais sur un terrain pentu, et en fait, c'est pas agréable du tout. Donc là, de par cet aménagement-là, j'ai pu augmenter mon ergonomie, et franchement, ouais, ça a tout changé, la facilité de déplacement, il n'y a vraiment pas photo. L'objectif, c'était donc de planter côté sud des plantes qui poussaient vite, pas forcément des plantes d'ailleurs fruitières ou comestibles ou quoi que ce soit, mais des plantes en fait qui allaient protéger de par leur présence, par leur ombre, tout simplement, le système euh, qui était au nord, donc du coup qui se retrouvait au nord, avec des plantes principalement, des plantes résistantes au soleil, donc des plantes du sud. Très très bonne idée, et surtout que le premier printemps après la plantation de ces plantes du sud, alors qu'est-ce que je parle comme plantes du sud? On va avoir des arbousiers, des figuiers, des pêchers. Alors c'est pas spécialement une plante du sud, mais le pêcher ici chez moi il pousse très très bien, donc j'en ai mis un petit peu partout. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Du polonia, du feijoa, des choses comme ça. Bon, évidemment, tout a cramé le premier hiver, on a eu un -7 au mois de mars. C'est là où je me suis dit que finalement les choses sont plus compliquées que ce qu'on pourrait penser. C'est pas parce qu'il fait plus chaud globalement que tu mets des plantes du sud et t'es sauvé. Bah non, parce qu'en fait, comme il fait plus chaud globalement, les végétaux débourrent plus tôt et ils gèlent plus vite. Et ça a été encore le cas cette année. J'ai quasiment pas eu de pêche ni de prune à cause que ça a gelé au mois de février-mars. Et que c'était très en avance cette année en particulier. Voilà, tu peux avancer s'il te plaît. Ouais, bon, encore une photo de la même chose, tu peux avancer. Voilà, donc
Voilà, une autre vue du balcon. Voilà. Donc vous voyez, ça pousse. Ce qui est intéressant, Ah, pas voilà, mal. très bien, merci. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu maintenant qu'il y a double bande en fait, puisque j'ai doublé mon linéaire de cette façon-là. On a quand même, ça commence à devenir vraiment dense et on commence à avoir. Alors c'était 2020, ouais, c'était à partir de 2020 à peu près, peut-être 2019-2020. J'ai senti que, comme je vous disais tout à l'heure, autrefois chacun poussait de manière isolée. Les arbres et les arbustes poussaient de manière isolée. Et puis, au bout de 5-6 ans, j'ai eu l'impression que non seulement ça poussait plus, ça poussait plus vite, et ça poussait ensemble. Difficile à expliquer. Moi, je pense que c'est un moment où les connexions racinaires commencent à se faire, ou peut-être même les connexions mycorhiziennes commencent à se faire, ou, eh bien, au lieu d'avoir des individus, on commence à avoir un système. On, on commence à avoir ouais, une espèce de globalité qui pousse ensemble et qui fait sens. Où on a des interactions, on a des échanges d'eau, de minéraux. En tout cas, le système commence à marcher vraiment. D'ailleurs, je disais que c'est à ce moment-là que je trouve que ça commence à faire système. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment là pour le coup, c'est pas du scientifique, hein, c'est vraiment du ressenti, c'est pas chiffré, mais voilà, moi c'est mon lieu, j'y suis tout le temps et j'ai ressenti ça. Depuis, ça n'a eu de cesse que de continuer et j'ai envie de dire de s'accentuer. Ouais, bon, on peut continuer, on peut avancer. Voilà, on va passer rapidement parce que là, c'est une liste non exhaustive de tout ce qu'il y a. Bon, je suis un malade des plantes. J'adore ça. La botanique, c'est mon truc depuis longtemps. Je suis moi-même prof de botanique à mes heures perdues. Euh, j'ai bossé en pépinière. Enfin, voilà, mon truc, c'est les plantes depuis tout le temps. Et donc, bah, je me suis fait plaisir chez moi, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément que des trucs extraordinaires, on est bien d'accord. Mais bon, je ne vais pas faire de cas particulier parce que sinon on n'a pas fini. En tout cas, il y a ce qu'il faut. On peut avancer. Voilà, la fameuse zone 1 dont je parlais. Bon, bah vous voyez, ça vous donne une idée un petit peu du bazar. Donc c'est vrai que quand je fais des visites chez moi, on me demande combien de temps la visite ça dure. Je dis, bah, ça dépend en fait. Ça dépend si ça vous intéressait aux plantes. Si c'est le cas, vous n'êtes pas sorti, quoi. Voilà, tu peux avancer. Donc là, on commence à voir la diversité au niveau aussi des buts par soleil, comme je les appelle. Donc là, bon, là, ça a déjà 2 ans cette histoire, oui, parce qu'il y avait encore du paillage, donc ça a bien 2-3 ans. Pêche de vigne, figuier, polonia, feijoa, ce que je vous disais. Et puis au sol, on commence à avoir des nouvelles plantes, genre par exemple l'origan, euh, le géranium tuberosum. D'ailleurs, maintenant je sais, c'est du macrorhizome. C'est le seul à m'inquiéter de cette histoire. Tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà, donc là c'était un exemple que j'avais pris sur une butte avec un mélange de choux d'Aubenton, pommes de terre, tanaisie, éliantie et framboisier. Des mélanges qui fonctionnent bien. La tanaisie pousse très très bien chez moi. L'éliantie, donc c'est une espèce de topinambour lisse. Lui, l'idée c'était je le mets en terre et il fait sa vie, et ma foi, il fait ça très bien. Les pommes de terre, bah, voilà, elles repoussent tous les ans. J'en ramasse quelques-unes en pommes de terre primeur, on va dire. J'en laisse quelques-unes en terre et maintenant, elles font partie du système, elles font leur cycle tous les ans, et voilà, j'en prends quelques-unes, j'en laisse quelques-unes, elles repartent. Voilà. C'est le petit accord tacite qu'on a entre nous. Framboisier Fall Gold, le framboisier marche particulièrement bien sur les baissières, ça j'ai pu le remarquer. Il crame ailleurs, alors que sur les baissières, ça fonctionne. Donc c'est vraiment qui marche, en tout cas dans mon contexte. Donc là, on va commencer à partir sur des plantes, sur des cortèges de plantes que j'ai pas installées au départ. Et ça, c'était une erreur. Je voulais revenir sur mes erreurs, ça me paraît important pour que les gens gagnent du temps. Moi, j'en ai un peu perdu par rapport à ça. J'ai un peu dénigré et délaissé l'étage des couvre-sols, des plantes couvre-sol. Et c'était une erreur. C'était une erreur pour plusieurs raisons. C'était une erreur déjà parce que ça m'obligeait aussi à pailler. C'était la facilité aussi. J'arrive, j'ai mon truc de paille. Bon, je fais des grosses journées de paillage, c'est fait, puis je passe à autre chose. Bah, le souci, c'est comme
Là, ça met assez de temps à se développer, les couvre-sols. Et puis, je pense que j'ai perdu du temps parce qu'en fait, en termes de couvre-sol, c'est ou le paillage vivant, donc les plantes couvre-sol. Et en fait, c'est un élément, plusieurs fonctions. C'est-à-dire que les plantes couvre-sol, bon, comme leur nom l'indique, elles couvrent le sol. Mais également, elles sont aromatiques, souvent médicinales, souvent les deux d'ailleurs, mellifères, etc., etc. Et certaines comestibles aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai planté trop tard pour moi. En fait, c'est quand j'ai doublé mon linéaire, au bout de la première année, je me suis dit, mais oh là là, mais ça me fait 2 fois plus à pailler cette histoire. Donc c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé un petit peu coincé. Je me suis dit, vite, il faut que je mette du couvre-sol. Et c'est vrai que depuis, je suis très content d'avoir fait les tests. Donc là, on voit le Stachys byzantina, qui, bon, lui, n'a pas de fonction de fou, mais bon, c'est une plante qui couvre très bien le sol et qui est jolie. Donc pour moi, l'esthétique est une fonction en tant que telle, à ne pas négliger du tout. On est quand même là pour se faire plaisir et puis pour rendre le monde plus beau. L'origan fonctionne très bien. Bon, on va voir, je pense, la prochaine photo où on les voit un petit peu plus, toutes ces couvre-sols. Donc le géranium tuberosum, qui est donc macrorhizome en définitive, lui, bon, sent très fort la rose, le rosaniol, le rosaliol, là, le parfum de rose. Donc on peut certainement l'utiliser pour des trucs, mais après dire, je sais pas. Il couvre très bien le sol. En revanche, il est un petit peu fragile au niveau du soleil. Donc, côté sud, ça commence à se dégarnir petit à petit. Crapaudine de Syrie, finalement, je l'ai mis en couvre-sol, mais non, c'est pas un bon couvre-sol, donc oublions. Origanum vulgare, oui, donc l'origan. L'origan est un excellent couvre-sol. Lui, le soleil, ça le fait marrer. Au contraire, il adore ça. Et très facile à multiplier. Et ouais, chouette, vraiment une chouette plante, extrêmement mellifère tout l'été. C'est un festival suivant les heures. Que ce soit suivant les heures, on peut avoir plutôt des plantes, des insectes pollinisateurs classiques. Plutôt en fin d'après-midi, le soir, ça va être des papillons. Enfin voilà, c'est chouette toute l'année. Enfin, toute l'année, surtout l'été. Et puis, c'est utilisable évidemment donc, en cuisine et autres. Le fraisier, donc ça, c'est une variété qui est utilisée pour être particulièrement couvrante. C'est le cas, c'est le Dr. Bowers Florica. C'est une variété donc particulièrement couvrante. Bon, après, moi, c'est pas une terre à fraisier, ils se plaisent pas de ouf, donc ils ont tendance à se faire bouffer un petit peu, en particulier par la consoude naine qu'on va avoir derrière. Donc la consoude, moi j'ai la Booking 14, vous l'avez vu un petit peu partout. Alors c'est un couvre-sol intéressant, oui, mais bon, ça prend quand même beaucoup de place et ça met pas mal de concurrence au niveau des autres plantes, enfin, surtout au niveau aérien, on va dire. Donc je les fauche régulièrement, hein. Je fais du chop and drop, comme plein d'autres plantes dont je n'ai pas parlé encore, mais elles sont utilisées pour ça. Moi j'avais besoin du pouvoir couvrant de la consoude, avec son pouvoir reminéralisant aussi, mais pas forcément avec un développement trop important. Et là, la consoude naine, je trouvais que c'était une alternative intéressante. Et là, de ce que j'ai trouvé, c'est the couvre-sol ultime. C'est-à-dire que ça se propage à une vitesse de fou. Ça reste très bas. Or, en fleurs, ça doit aller monter à 40 cm grand maximum. Et une fois que la rampe florale est sèche, ça redescend à 20 cm. Donc voilà, c'est nickel pour les arbres. Après, c'est vrai que c'est costaud quand même. Pour le d'autres vivaces, je pense que c'est elle qui gagne. Donc voilà, faire attention aussi où est-ce qu'on les met, faire attention à ces associations. Et une fois de plus, hein, c'est que des cas particuliers. Et puis le chou d'Aubenton, le chou d'Aubenton, c'est le même chou d'Aubenton que je multiplie depuis 10 ans, que je bouture, je surbouture. Au bout de 2-3 ans, le chou d'Aubenton commence à faire un couvre-sol assez acceptable. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc ça, c'est les photos qui ont été prises cette année. Donc on retrouve les pierres laineuses, on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est quasiment plus paillé, hein. Il y a un peu de paille à droite à gauche parce que j'ai fauché le foin, le près d'à côté. Mais donc on retrouve Koji, la consoude Booking 14, de droite à gauche, hein. Le nashi qui a très bien poussé cette année, les sureaux noirs qui se sont installés d'eux-mêmes, mais je les laisse parce que c'est vraiment des plantes extrêmement intéressantes pour la biodiversité, pour les services écosystémiques, utilisables en chop and drop éventuellement, et en tout cas pour les insectes, c'est la plante qu'il faut avoir dans son système. Donc il s'est installé tout seul. Bienvenue, je le laisse.
Éventuellement, je les rabats un petit peu de temps en temps, histoire qu'ils se calment et qu'ils gênent pas trop les autres. Mais en tout cas, pour moi, c'est des très très bonnes plantes. Le chou de Bonton, il est toujours là. Le pêche de vigne, pareil, une valeur sûre. Les hémérocales que je multiplie de plus en plus parce que c'est vraiment des plantes intéressantes. Alors souvent, oui, on dit que c'est la fleur comestible, mais en fait, toute la plante est comestible. Les jeunes pousses sont très intéressantes au printemps. Jeunes pousses qui ont un goût entre le petit pois et l'asperge. Cuisine sautée un petit peu à la chinoise. C'est très très bon. Et les racines également sont censées être comestibles. Là, pour le coup, je n'ai pas testé encore. Là, je suis en train de les multiplier fortement. Le pommier kazakh, donc qui survit toujours plus ou moins difficilement, mais qui est toujours là. Et puis donc les vignes maintenant, qui commencent à grimper dedans. D'ailleurs, pour ainsi dire, il y a certains pommiers, c'est plus que de la vigne d'ailleurs. Ce n'était pas l'idée de base, mais bon, c'est comme ça. On retrouve le sureau-noir, la valériane aussi. Bon là, il y a une feuille qui traîne, je vous l'ai marqué quand même pour faire riche, mais bon. Des groseillas macro, pareil, des valeurs sûres, des fruits extraordinaires, ça qui se plaisent beaucoup ici, et de plus en plus. Donc, ça c'est pareil. Ils ont végété pendant 5 ans, 4-5 ans, à tel point que je pensais que j'allais même finir par les arracher, et d'un seul coup, au moment où je vous ai dit que j'ai eu l'impression que ça faisait système, ils se sont mis à pousser d'un coup. Et là maintenant, moi, c'est des sauts et des sauts de groseillas macro tous les ans. Et c'est chouette parce que c'est vraiment un fruit délicieux. Le thym luisant, donc ça c'est une découverte il y a 2 ans je crois. Le thym que vous voyez là, il a 1 an. C'était une petite bouture de rien du tout. Le thym luisant, c'est une variété de thym qui n'est pas arbustive, donc il n'y a pas de lignine, mais par contre il est rampant en fait. Mais il fait vraiment très très bien le job. Donc comme tous les thym, il est très odorant, il peut être utilisé comme tel, mais par contre il est herbacé en quelque sorte. Et super couvrant. Donc là, j'en ai mis vraiment partout et je vais continuer à multiplier le thym luisant parce qu'il semble en plus bien adapté à mon système. Donc bienvenue à lui. Photo suivante. Voilà, donc là, en petite vue donc sur la bande, les buttes, les bandes par soleil avec quelques plantes que j'installe de plus en plus. Donc c'est les miscanthus géants. Bon, ils sont géants quand ils ne se font pas bouffer par les ratopiers, mais ça c'est un autre problème. Les miscanthus géants, leur objectif, leur fonction, ça va être un peu d'ombre et surtout de pouvoir pailler avec. C'est des plantes, c'est des herbes, des herbacées qui sont riches en silice, donc qui mettent un petit peu longtemps à se décomposer. Donc voilà, ça peut servir à ça. J'aime beaucoup parce que ça donne un côté un petit peu exotique, ça donne un côté un petit peu plus aérien à mon système. Donc je trouve ça esthétiquement, je trouve ça vraiment chouette. Esthétiquement, c'est pareil, le Polonia, c'est un arbre vraiment intéressant. Alors pareil, certains ils se développent plus ou moins bien, mais quand ils veulent se développer, ils doublent leur hauteur tous les ans, quoi. C'est un truc de fou. Donc j'avais prévu de les trogner cette année parce qu'ils commencent à être vraiment grands. À certains endroits, même il y en a 2 là qui ont 3 ans maintenant, et ils commencent même à faire trop d'ombre. Donc là, il faut que je les trogne. Bon, comme ils ont gelé à cause des gelées tardives de cette année, je les ai laissés tranquilles, mais l'année prochaine, il faut que je les décapite avec bienveillance toujours. Des abricotiers francs, puisque la plupart des abricotiers ils crèvent du feu bactérien, donc j'essaye des porte-greffes. On verra ce que ça donne. Les feuilles Joa, donc ils continuent leur petite vie, ils poussent sans problème. Bon, j'ai eu 1 ou 2 fruits l'année dernière, c'est pas dingue encore. Donc les nachis, je continue à les multiplier, j'ai plusieurs variétés que je mets un petit peu partout. C'est un petit peu long à pousser, mais bon, cette année ils ont bien poussé, donc c'est chouette. Poirier conférence, lui en fait c'est un petit peu la masterclass de mon système. Lui, je l'ai greffé il y a 6 ou 7 ans maintenant et il dépasse largement tout le reste. Donc, si j'avais su, j'aurais planté des poiriers plutôt que des pommiers, mais c'est trop tard. D'ailleurs, on voit le pommier kazakh avec cette petite couleur vert-jaune, un petit peu malade. Voilà, ça vous donne une idée de la vigueur de ce truc-là sur la gauche. Avec une vigne également qui pousse dedans et qui, je pense, comme les autres pommiers, va finir par prendre le dessus. On retrouve toujours les caseilles, arbustes de bourrage très intéressants, super productif également, dommage que le fruit soit aussi acide. Le lyre terrestre, alors lui c'est un couvre-sol spontané, je ne l'ai pas installé, mais il s'installe quand on a une évolution vers la forêt, je pense que le taux de carbone dans le sol augmente,
Et bon, bah, à force que ce soit un système avec des arbres et des arbustes, bien le taux de la matière organique, le carbone contenu dans la matière organique commence à se modifier un petit peu. On arrive vers une matière organique dite archaïque, donc qui se rapproche du système forestier. Et là, j'ai des nouvelles variétés, de nouvelles espèces qui s'installent spontanément. Et lui, en termes de couvre-sol, bah, c'est pareil, c'est vraiment un super couvre-sol. Il fait très très bien le boulot et il revient tous les ans. Donc j'ai plus rien à faire, même plus besoin d'installer quoi que ce soit. Il est là et il fait bien le job. De même que l'égopode, qui est une plante sauvage comestible, un légume vivace. La limite entre les deux est complexe. Mais en tout cas, lui, c'est pareil. Il s'est installé, il se développe très très bien. Il fait très bien le job également de couvre-sol. Par contre, à mi-ombre. Donc au niveau, là, sous les bandes agroforestières, c'est parfait. Il est très très beau en plus. J'en ai bouffé toute l'année. Voilà. On peut avancer. Après. Oui, parce qu'on ne peut pas terminer une présentation sans une phrase de Bill Mollison. Donc si les problèmes de ce monde sont terriblement complexes, les solutions sont-elles honteusement simples? Voilà. Effectivement, les solutions sont honteusement simples. On peut avancer. Voilà, il a un petit peu d'auto-promo parce que ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est mon bouquin qui est sorti au mois de mars. Manifeste pour une agriculture de cueillette. C'était le titre que j'aurais souhaité. Bon, finalement, il n'est pas sans sous-titre, mais voilà, où là, je reviens sur l'état du monde, sur un petit peu. J'essaye, dans une première partie du bouquin, j'essaye de répondre à cette question lancinante, cette entre guillemets putain de question, c'est comment est-ce qu'on en fait pour en arriver là? Comment on a fait pour détruire notre environnement, pour nous nourrir? Et donc voilà, j'essaye d'y répondre. J'essaye d'y répondre en questionnant notre rapport à la nature, en questionnant notre agriculture, notre alimentation et en proposant quelques modestes et humbles portes de sortie en essayant de faire une transition de notre agriculture des herbacées, des annuelles, donc des céréales, aux arbres et aux arbustes. Et, et vous seriez étonné. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Super. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, pour cette belle présentation. Avec plaisir. J'essaye de rallumer la caméra, voir si ça. Tu peux rallumer ta caméra, j'ai arrêté le partage. Alors, bah écoutez, ouais, tout le monde te remercie. N'hésitez pas si vous avez du coup bah, posé vos questions. Manu avait levé la main tout à l'heure. Ah bah voilà, invité à parler, il va pouvoir poser la question. Hop, il arrive, il arrive. Mhm. Est-ce qu'il est là? Il y avait une question tout à l'heure en attendant que Manu arrive, parce que je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi le pommier du Kazakhstan ne pousse pas chez toi? Est-ce que tu aurais une explication ou... Bon, bah déjà, il y en a une toute simple. Le pommier du Kazakhstan, il vient du Kazakhstan. Il vient pas du sud-ouest du Cantal. Bon, ça, c'est une piste. Hein. Je sais pas tout, mais c'est une piste. Ensuite, clairement, ce sera à refaire. Je referai beaucoup moins de fruitiers que ce que j'ai fait. C'est clairement pas une terre à fruitiers. Clairement pas. Et on l'a vu par rapport au gel tardif. Mais même, c'est un sol qui est vide d'argile. Donc, l'argile, c'est comme un frigo dans le sol. Ça stocke des minéraux, ça stocke des cations particuliers, ça stocke de l'eau. Bah, quand t'as pas d'argile, t'as pas tout ça, quoi. Donc, ça pousse, mais c'est clairement pas idéal. Et je pense que ouais, les pommiers kazakhs, alors ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils ont un gros problème de zooxères aussi. Il y en a un sur deux qui se sont fait déboîter par les zooxères. Les zooxères, c'est des papillons qui piquent dans le bois. En fait, la chenille, la larve, elle rentre dans le bois et elle fait le tour de l'écorce, elle bouffe tout. Et on est deux sur trois quasiment qui se sont fait bouffer par la zooxère. Donc là, ça ne tue pas systématiquement l'arbre, mais ça l'affaiblit beaucoup. Du coup, il est obligé de repartir. Bon, j'ai des problèmes aussi sur les poiriers. Donc ça n'a pas aidé. Après, je crois que ouais, en fait,
mon système, mon lieu, il est plus hardcore que ce que je pensais en termes climatiques et de sol. C'est pas idéal en fait. Je pense que c'était une erreur au recul, avec le recul, de planter ce genre de plantes dessus. Ok, merci. Est-ce que vous avez des Alicia? Bon, Manu, ça marche pas visiblement. Ah bah Alicia du coup, salut Alicia. Salut, tu m'entends bien, Simon? Ouais, on t'entend bien. Nickel. Bon, super. Merci beaucoup, hein, super présentation, j'ai adoré. Merci. J'ai une question par rapport aux baissières parce que j'en ai plein chez moi et je voulais savoir au bout de 10-12 ans, est-ce qu'il y a un entretien à faire? Est-ce qu'elles se bougent pas? Vous les laissez telles quelles ou pas, les baissières? Alors, l'entropie est ce qu'elle est. L'entropie, c'est cette force qui fait que les lignes droites n'auraient jamais de droite, que les trous se comblent et que les bosses se tassent. C'est l'effet de l'eau, c'est l'effet de la vie du sol, c'est l'effet de l'érosion, tout ce qu'on veut. Donc oui, de fait, elles se bouchent, clairement. En plus, j'ai beaucoup de râteaux-pieds qui systématiquement amènent leur galerie au niveau de la baissière et puis elles vident leur terre dans la baissière. Donc oui, ça se bouche. J'ai déjà tout recreusé une première fois. J'avoue que là, ce serait presque à refaire. Moyennement envie. Donc je pense que je vais le laisser gentiment se reboucher. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, le plus gros maintenant du boulot est fait. Là, j'ai une bande agroforestière qui pousse vraiment bien maintenant. Et voilà. En tout cas, je vais peut-être laisser que la première. Je ne sais pas encore. Mais là, tu vois, ça fait 10 ans maintenant. Rien, ça fait même plus de 10 ans. Ce sera à refaire. Je l'ai déjà fait une fois. Après, voilà, j'ai un D'accord, sol qui merci n'a pas de beaucoup. structure aussi. Enfin, tout est contextuel, c'est pareil. Moi, c'est du sable, donc ça se tient pas très bien, tu vois. Donc ça se comble plus rapidement. Faudrait voir dans d'autres contextes. Mais à mon avis, c'est à refaire. Merci beaucoup. Ok. Ah, ça y est, Manu est là. Tu vas pouvoir. Ça y est, Manu est là. Tu vas pouvoir poser ta question, Manu, si tu veux. Ouais, vous m'entendez bien du coup, c'est bon? C'est bon. Ok. Ah bah, salut Mathieu, très Salut sympa de Manu. parler avec toi parce que j'avais vu ta vidéo et puis les mecs comme toi m'ont un petit peu inspiré. J'ai un jardin forêt avec 4 ans de recul qui est sur le plateau du Ségala vers Réquista, je sais pas si ça te parle. Bien Donc sûr, tout à Aveyron, fait. voilà, sud Aveyron. Et là Mhm. j'en crée un deuxième dans la vallée du Tarn, vraiment au bord de la rivière. Et je pars en Cool. pépiniériste, en agrumes rustiques. Là je suis à l'école en BPREA. Voilà, donc j'étais en plein dedans, quoi, à Et à fond Saint-Afrique en évidemment. BPRA? Non, à Albi, à Fond-Labour. D'accord. Voilà. Et ouais, le système de baissière m'intéresse pas mal. J'y avais pensé sur ma première parcelle, mais j'ai pas trop d'idées, tu vois, en termes de. C'est adapté, selon toi, à partir de quel degré de pente? Bonne question. Bonne Quand, question. je dirais vraiment, là je vais donner des chiffres à la hache. À partir de 5%, entre 5 et 10%, je crois qu'il est suffisant pour moi. 10-15 Ouais. entre 5 et 10-15%, pour moi, c'est suffisant. Ne serait-ce que de planter juste le long des courbes de niveau. De toute façon, ça, c'est la base. Tu vois. Ouais. Creuser une baissière, donc c'est beaucoup d'énergie quand même. euh, à la création, malgré tout à l'entretien. Donc, il faut être bien certain que ça vaut le coup. Moi, typiquement, ouais, je dirais entre 5 et 10-15%, c'est pas forcément la peine. Entre 15 et 20-25%, c'est la peine. Au-dessus de 25%, ça commence à être un peu pentu. Et là, on va commencer Ouais. à partir plutôt sur des terrasses, des choses comme ça. Ok, ouais. Bah, le premier jardin forêt, je ne l'ai pas fait, mais en fait, en mettant de la matière organique, elles se sont un petit peu créées toutes seules. Ça a créé des buts à force, quoi. Ouais. Mais par contre, j'ai un deuxième endroit où là, je dois avoir du 10-15% facile, où je vais faire un mini jardin forêt. Je pense que je vais adopter ce système, quoi. Bah Voilà. écoute, je t'invite à le faire, quoi. Après, c'est vrai que si tu as un Mm, mm. sol très argileux, je t'invite à créer des voies de débordement. Pour que si elles se Ouais. remplissent, tu vois, ça finisse pas par dépasser le truc, déborder, et puis sinon, là, ça va tout envahir. Ça, c'est important. Ouais, Moi, j'ai pas ce bah, problème-là sur le sol sable.
Après, j'ai des contextes qui sont vraiment très très différents les uns des autres, hein, parce que le premier, je suis dans l'argile, j'ai 40% d'argile, plein vent, enfin c'est le Hmm. plateau à la dure, le Ségala, et le bas, là j'ai planté des agrumes dans une pente, j'ai coupé des robiniers qu'il y avait, j'ai du lierre terrestre au sol, de la consoude qui était déjà là. Là, le sol, il est structuré, j'ai fait des patates, j'ai fait 6 kilos au mètre carré, enfin c'est une dinguerie quoi. J'ai un sol qui est incroyable là au bord du Tarn, Eh donc je ben, pense qu'il y a profite. moyen de faire vraiment des folies et que ça pousse très très vite, quoi. J'ai hâte que Ben, ça pousse. fais-toi plaisir surtout alors. Ouais, ouais, ok. Merci à toi. Merci. Ok, super. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions sur n'hésitez pas à lever la main ou quoi. Alors, Question. j'en ai une autre si tu permets, Simon. Ouais. Est-ce que tu essayes de favoriser les mycorhizations dans ton sol? Alors, tu as parlé, je vais rebondir, tu as parlé des brebis entre. Moi, j'ai fait ça sur mon premier jardin forêt. J'ai bâché en fait dans les interlignes et je suis allé mettre des mélanges d'engrais verts, de fleurs. Apparemment, ça marche aussi avec les aromatiques pour mycorhizer ton sol. Est-ce que tu as étudié cette question-là parce que du coup, tu as une meilleure rétention en eau avec la mycorhisation, enfin, plus de vie, enfin, voilà. Est-ce que tu as étudié cette question? Je n'ai pas étudié cette question. Je pars du principe que plus un système est complexe, euh, plus il va être résilient, productif et fertile. Et que si tu mets les conditions pour, les mycorhizes elles vont venir de fait. Et plus tu mets de plantes différentes, de plantes complémentaires, plus tu vas avoir un réseau de mycorhiziens important, diversifié et complexe. Donc non, Ouais, moi je pars du principe, à partir du ouais. moment où je mets de la biodiversité au taquet, que c'est relativement bien conçu et que ça vit bien, ça va venir tout seul. Je suis d'accord avec toi et j'ai l'impression du coup avec ton retour où tu disais que tu as installé les couvre-sols plus tard, je pense avoir fait la même erreur dans le premier lieu. Bon, en plus j'y vis plus et j'ai plus vraiment le temps de m'occuper de ce premier jardin forêt. Et du coup, si je les installais maintenant, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'aller installer un système d'irrigation, sachant que c'est un lieu où je vais relativement peu maintenant? Je pense que c'est jamais une bonne idée d'installer un système d'irrigation. Ok, ouais, donc trouver la plante adéquate qui va se démerder toute seule, quoi. Ça va peut-être glander pendant 2 3 ans, mais par contre, une fois que ça sera installé, ça sera installé, quoi. Et après, Ouais, ça va se ouais. développer. Sachant C'est que moi je vraiment du suis long dans terme. là-haut, c'est de C'est l'argile, quoi? c'est l'opposé de ton sol, quoi. Moi je suis Ouais. dans j'ai 40% d'argile, hein, quasiment, quoi. Bah. Bon, après, en termes de disponibilité en eau, c'est pas mal, l'argile. Ouais, Permet, c'est moins séchant que le mien, tu vois. ouais. Après ça pousse doucement aussi, là. Ouais. Oui, mais sûrement. Ouais, c'est vrai. Et justement, il y a une question par rapport à ça. Au début, tu as quand même irrigué. Comment tu as irrigué tes plants, justement, par rapport à l'irrigation de ton lieu? Là, pour la partie verger, pour ce qui nous concerne, là, pour la partie verger, le premier été, j'ai arrosé un petit peu 2 3 fois dans l'été mes plants. Le premier été. Et Après, basta. tu as vu l'efficacité des fameuses baissières que tu as créées? Oui, ouais, ouais, clairement. Ouais. Oui, oui, il n'y a pas photo. Bah, quand il y a les gros orages, quand il y a des pluies modérées, on voit pas forcément le truc. Mais quand il y a des gros orages, on voit bien que l'eau elle rentre au niveau des baissières et elle s'infiltre. Et puis, quoi qu'il en soit, en termes de pousse, il n'y a absolument pas photo. J'ai l'exemple d'un raincoat, d'un prunier raincoat que j'ai dans les baissières, et j'en ai d'autres qui sont un peu plus hauts, euh, en pente, plein cagnard et compagnie. Bon, là aussi, ils sont plein cagnard d'ailleurs. Ils sont aussi en pente pour le coup, mais la différence, c'est pas compliqué. Le calibre du fruit, c'est x2 dans la baissière. Ah ouais. Pareil pour les framboisiers. Framboisier, moi, tout autour, il carbonise là. J'en ai plus que un dixième de ce que j'ai planté. Les premières années, ça allait bien. Maintenant, il crève. Il sèche les étés. Enfin bref, par contre, dans les baissières, nickel. Ils sont vraiment, je vois la différence. Il n'y a vraiment pas photo. Hein. Et puis bon, après, dans les baissières, c'est pareil. C'est complanté. C'est-à-dire qu'il y a un arbre au-dessus. Enfin, ils sont pas tout seuls. Quoi, tu vois, ils sont accompagnés. Il y a ça aussi hein, qui fait beaucoup. Hein. C'est un tout.
Et tu t'es fait accompagner justement pour créer ces baissières, tu as fait la conception à la base, tu as utilisé des outils, des choses. Est-ce que c'est facile à faire, ce genre de choses? Oh oui, super simple. Oui. Bah, j'ai fait un niveau égyptien, vous connaissez le principe. Bah, si vous ne connaissez pas, vous cherchez A-Frame euh, sur votre moteur de recherche préféré ou niveau égyptien et vous allez certainement trouver quelque chose. J'ai pas dit sur mon site prisedeterre.net, je crois que j'avais fait un tuto pour le triangle égyptien. Je l'ai remis parce que le site est récent. Enfin, c'est très simple à faire et ben oui, c'est simple. Au principe, bah, déterminer les courbes de niveau, c'est assez simple. Et après, bah, moi j'ai eu la chance d'avoir un gars qui avait une mini-pelle pour m'aider un peu, quoi. Sinon, c'est sûr. Ouais. Ok, super. Je mets le lien de ton site dans le chat, comme ça, pour ceux qui veulent aller voir un peu ce que tu fais aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Ouais, vas-y, hein. Il y avait une question aussi par rapport aux fruitiers. Si tu avais eu à choisir avec le recul sur des sols sableux, qu'est-ce que tu aurais planté? Bah, déjà, les pommiers, c'était pas une bonne idée. Pas dans cet endroit-là. J'ai un vieux pommier, le seul arbre d'ailleurs qui restait. Ils ont coupé tout le reste, mais le seul arbre qui reste, c'est un très très vieux pommier. Mais il n'est pas du tout là en plein sud sur ce sol-là. Il est un peu plus loin, dans un bas-fond. Et là, il est magnifique, il est beau. Mais là, c'est clairement pas le cas. Maintenant, avec le recul, les cerisiers poussent très très bien. Les cerisiers sont magnifiques. C'est un truc de fou. Les pruniers ils sont bien aussi. J'aurais insisté, bah, voilà, plutôt fruitier à noyaux. Et il semblerait que les poiriers, effectivement, s'ils ne se font pas déboîter par la zozère les premières années, j'en ai perdu un certain nombre, sinon ils poussent plutôt bien aussi. Ouais. Après, pas sur n'importe quel porte-greffe, mais bon, là, c'est pareil. Comment dire, l'expérience sur le lieu m'a appris qu'il y a des porte-greffes sur ces types de sols doivent être prohibés, quoi. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, je serais parti plutôt là-dessus. Et pas sur les pommiers, clairement pas. Ok. Est-ce que tu n'as pas pensé, du coup, ayant un sol bien drainant, par exemple, du coup, bah, installer, je pense aux agrumes, hein, style, bon, c'est peut-être un peu, il fait Quand peut-être même un à peu plus 500 froid mètres chez toi, d'altitude. mais mettre du yuzu, par exemple, enfin, des Alors trucs assez rustiques, quoi. j'en ai un yuzu justement. Bon, il pousse, hein. Bon, j'attends toujours les fruits par contre. Sinon, j'ai planté des poncirus un petit peu partout. Donc, en attente d'être greffés un jour où je trouverai des greffons d'agrumes dans le Cantal, mais c'est pas pour Ouais, tout de il suite. suffit de venir chez moi, t'inquiète. Ah, c'est beau à savoir. Mais ouais, 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 on a c'est prévu. Après, comme je disais, nous, j'ai un souci ici, moi, c'est les gelées tardives. C'est un vrai souci, quoi. Par exemple, j'ai pas encore, j'ai quasiment pas bouffé une figue, quoi. Elles sont installées depuis 4-5 ans maintenant. C'est long. Donc ça, c'est des petits points limites, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. T'as des gelées à combien ces J'ai pas dernières des gelées années? très, très fortes, pas du tout. Mais elles sont juste super tardives, quoi. Donc à un -2, ça suffit à tout cramer quand ça arrive au mois de mars. Et c'est de plus en plus le cas. Et 18 degrés, donc la référence apparemment me dit sur YouTube. Bon, j'ai pas forcément, mais voilà, la limite c'est 18 degrés de pente pour les baissières. Bon, tu vois, je suis à 20-25 et c'est très bien, hein, donc. Ouais, bon, voilà. Ok, ok, il y a Meggy qui avait une question, je pense. Invité à parler. Est-ce que tu veux parler? N'hésite pas. Comment on rejoint? Bah, il te faut juste cliquer sur rejoindre, en principe. Si tu as une autre question, Manu, n'hésite pas, hein. Là, je vois Ouais, juste, il y avait quelqu'un, Sogaya, qui disait est-ce que j'installe des plans de quel âge? Bah, Ah, j'installe les plans les plus jeunes possibles. Un grand classique. Les plus jeunes possibles, donc un an si possible, tout en sachant que bah, pendant un an, les plans d'un an, il faudra quand même que je les surveille un peu. Donc en général, je les marque, je mets un gros piquet jaune.
et qui me permet de les situer pendant 2-3 ans. Et puis j'arrose éventuellement s'il y a besoin, la première année en tout cas. Et les plus jeunes possibles, pour favoriser l'installation racinaire et la reprise. Bonsoir, j'ai réussi à vous rejoindre. Merci beaucoup pour la présentation et les réponses aux questions. Je voulais simplement savoir si vous aviez des choses, enfin, des conseils à ne pas faire ou à faire pour s'approvisionner en plants. Enfin, comment vous faites? C'est à l'opportuniste ou enfin... Alors à l'opportuniste, ouais, la plupart du temps c'est ce que je fais effectivement, ouais. C'est bien décrit, le plus possible. Après, moi j'ai un background de pépiniériste, horticulteur, donc moi les plants, autant que faire se peut, je les fais. Par semis, par greffe, par bouture, marcotte, etc. Parce que sinon ça devient très rapidement un gouffre. Donc évidemment il y a des variétés que je suis obligé de faire, d'acquérir à l'extérieur, hein, parce que je ne peux pas tout avoir, hein, je suis dans le Cantal. Mais au maximum, j'essaye de récupérer des boutures, des greffons, des graines, etc. Au maximum. Déjà, c'est rigolo, et puis surtout, bah, c'est pas le même prix. Ça coûte trop cher les arbres. Mais du coup, vous vous êtes fourni un peu à l'occasion ou vous êtes quand même allé, par exemple, dans des grandes surfaces ou chez des spécialistes, des collectionneurs ou parce que enfin, les greffons, par exemple. Alors moi, je suis un grand voleur de greffons. Je me balade dans les jardins publics, dans les jardineries. Il faut être discret dans les jardineries, ils n'aiment pas trop ça. Et ça permet d'avoir des... De toute façon, des fois, on fait que de la taille de formation, hein. De toute façon, c'est propre. Moi, je coupe pas les charpentières, mais ça permet d'avoir quelques variétés intéressantes. Et puis, bon, bah, bien sûr, moi, j'ai de plus en plus d'amis dans le coin qui ont des vergers intéressants. Donc, voilà. Ouais, le réseau, c'est hyper important pour avoir des plantes intéressantes. Le réseau, toujours. On n'est pas autonome tout seul. D'accord, merci. Merci à toi. Ok, bah écoutez, on est pas mal. Je sais pas, on va peut-être prendre une dernière question ou on va, on va clôturer peut-être. Mhm. Moi, j'en ai une dernière. Allez, une Tu dernière parles à un pour la moment route. tu parles du pommier kazakh et de la vigne. T'as pas peur si tu fais grimper ta vigne dans tes arbres, tu as moins de raisins et tu as moins de pommes. Et est-ce que ta maladie sur le pommier kazakh peut pas venir de là Non, aussi? non, parce qu'ils sont malades depuis le début et les vignes, elles Ils grimpent étaient dedans malades vraiment avant, ouais. depuis 2 ans. Euh, Ensuite, j'aurai moins de pommes. Franchement, vu ce qu'ils me donnent, c'est pas grave. Moins de raisins, pas forcément. Les plus chiants à ramasser, c'est sûr. En revanche, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le fait de le faire grimper dans des arbres, la vigne, par exemple, cette année, c'était très net. Elle a gelé au printemps, puisque comme je disais, hein, j'ai des gelées tardives. Elle a gelé au printemps, mais jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Par contre, la partie qui était dans l'arbre n'a pas gelé. Ouais. C'est quand même intéressant. Après, je pense que les vignes dans les arbres, bon, ça s'est fait de tout temps, hein. C'est vieux comme le monde, sauf que bon, bah, on a tout oublié, et ça y compris. Et je pense qu'il y a quand même un minimum de taille et de gestion à faire. Faut pas laisser Ouais, dans les arbres, c'est très chiant à tailler, clairement. Ouais, je confirme. J'ai commencé à tailler, ouais, c'était bien relou, ouais. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. C'est ça. Yali, si tu m'autorises, juste une question de clôture et de fin. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 à 10 ans par rapport à l'évolution de ce jardin, du coup, enfin de cet espace? D'ici 5 à 10 ans, merci pour la question. D'ici 5 à 10 ans, est-ce que je me vois? Ah bah, je me vois toujours là. Peut-être encore plus à l'ombre. Je me souhaite d'être encore un peu plus à l'ombre. Je me vois bien. Je vois un lieu qui grandit, de nouvelles zones aussi qui se créent. Une cohérence peut-être qui s'affine. Et puis une autonomie alimentaire
comment dire, qui est plus présente, quoi. T'as calculé, je me permets, t'as calculé des rendements au mètre carré ou pas? En mode un peu maraîcher ou pas du tout? En mode quoi, pardon? Non, je disais en mode maraîcher, tu sais, tu calcules ton rendement au mètre carré, tu t'es Ouais, amusé à le faire pour voir ou pas? ce serait chouette, ce serait le genre de truc qu'il faudrait que je fasse. Mais non, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Et comme je te disais, comme les fruits, je suis pas fortiche sur les fruits là. Parce que non seulement le terrain il est pas convient pas tellement, mais en plus avec les gelées tardives, j'ai quand même beaucoup de casse assez régulièrement et du coup statistiquement ça fait baisser le rendement alors que bon. Donc non, je l'ai pas fait, mais ça fait maintenant la quantification, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que je me penche. Et je t'avoue que je suis pas assez strict pour faire ce genre de choses. Je ne vois pas le faire. Mais ce serait la prochaine étape. Et ça rejoint d'ailleurs un petit peu la question de Mehdi. Dans 5 ans, je pense que je quantifierai, je pèserai plus ce que je sors. Parce que j'en sors quand même beaucoup. Et pour le coup, c'est plus des légumes vivaces et des petits fruits que des gros fruits et compagnie. Après, maintenant, j'ai pardon, les châtaigniers et les noyers qui devraient être 5 à 10 ans qui vont commencer à bien produire aussi. Donc là, ça va commencer effectivement à bien sortir. À voir. Ok, super. Bon ben, cool. On peut clôturer là-dessus si ça vous va. Mathieu organise aussi bah, des formations. C'est quoi tes prochaines formations peut-être si des gens veulent peut-être visiter ton lieu, c'est possible Visiter le lieu, oui, pourquoi pas, mais alors en groupe, parce que là, les visites Et particuliers, tes formations, elles sont éligibles en CPF ou pas? certaines, oui. Alors de plus en plus, ça sera le cas, ouais. Pas toutes, mais certaines, oui. Je Ok, bosse de plus bah, je en plus avec t'appellerai d'autres sûrement amis. au sortir de ma formation pour venir faire un tour chez toi. Eh ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Après, Je faudra, suis voilà, pas trop loin, donc mes formations sont sur mon site et voilà, j'essaye de mettre à jour autant que faire se peut. Là, j'ai une formation éligible là qui va se faire normalement dans le Tarn le mois prochain, par exemple. J'en ai de plus en plus qui sont éligibles maintenant. Donc, faut venir ok, sur le bah, site ou super. s'abonner à la newsletter éventuellement. Ok, il y a le lien du site quelque part, Ouais, Simon? dans le chat, vous allez pouvoir retrouver le prise de terre. Voilà le site de Ah, Mathieu. ok, merci. Et Merci, Bastien. puis voilà, on le mettra en avant aussi sur la fameuse plateforme de l'école Jardin Forêt qui est en train de se créer. Donc voilà, toujours dans l'idée de réunir un peu toutes ces connaissances. Donc voilà, c'était riche en apprentissage ce soir. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu Merci de jusqu'ici, l'invitation. malgré les petits voilà, problèmes de connexion au début. Mais bon, on a l'essentiel. Voilà, on a pu bien échanger, voir un peu ton beau projet. Donc tout le monde te remercie en tout cas. Et puis voilà, longue vie à toi, à tout le monde. Et vive les jardins forêts. Ça marche. À bientôt, merci. À bientôt tout le monde. C'est à toi. À une prochaine. Ciao.